This Mesdames et messieurs, meeting is being recorded. bonsoir, chers participants. Merci de nous retrouver aujourd'hui, mercredi 21 juillet 2022, pour le deuxième module de formation intitulé le reportage, comment le faire et avec quel outil. Ce module est en train d'être déroulé dans le cadre du programme de renforcement des capacités des e-reporters des agendas 2030 et 2063. Aujourd'hui, nous avons un formateur parmi nous, M. Adji Kouno, qui est un psychopédagogue et également un journaliste en éducation. M. Adji Kouno a déjà fait ses armes dans le secteur du journalisme. Il a déjà pris part à un certain nombre de reportages. Il est un averti du métier et il saura bien nous conduire dans cette thématique. Alors, je crois que je vais laisser la parole à M. Adji Kouno pour qu'il puisse dérouler sa formation. Mais en attendant, je voudrais bien savoir si M. Adji Kouno me reçoit convenablement. Bonsoir, M. Adji Kouno. Oui, bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Est-ce que vous me recevez aussi? Nous vous recevons 5 sur 5. Bonsoir. D'accord. Donc, sans plus tarder, je crois que je vais vous laisser le micro, M. Adji Kouno. Vous avez exactement 30 minutes à 45 minutes pour nous donner le contenu du jour. Et après cela, une trentaine de minutes vont suivre pour les questions-réponses. Alors, je vais vous laisser la parole pour vous conduire sur le module du jour. Merci beaucoup. D'accord. Alors, bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Comme l'a dit le Président du réseau AVEC, je suis Adji Kouno. Je suis de formation psychopédagogue et ensuite journaliste spécialiste des questions éducatives. Et je travaille à Éduc-Action, qui ne parle que d'éducation. Et là-bas, je suis le secrétaire de rédaction et donc le premier responsable de toutes les productions dans le journal. Alors, ce soir, nous allons aborder la thématique du reportage. Et pour ce faire, voici le plan que nous allons suivre. Nous allons d'abord faire un bref aperçu des généralités sur le journalisme, sur notamment les genres journalistiques. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le reportage. Après cela, on va parler de la rédaction d'un reportage. Autre point à suivre, c'est donc quelques principes éthiques et déontologiques que nous allons rapidement aborder. Et aussi, nous allons faire des cas pratiques. Donc, puisque j'ai 45 minutes, donc, durant les 30 premières minutes, on va faire donc cette partie théorique-là. Et après cette partie théorique-là, nous allons quand même aborder quelques cas pratiques. Vous me recevez? Apparemment, quelqu'un a son micro ouvert. Oui, M. Adji, nous vous recevons. Allez-y. Allez-y. OK. Donc, nous allons finir donc par des cas pratiques. Je crois qu'en 15 minutes, on pourra aborder ces cas pratiques-là parce que ce sera le plus important. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, déjà deux, trois points à noter par rapport au journalisme. Le journalisme, c'est un métier qui consiste à collecter, à traiter et à diffuser l'information. Et l'un des principes sacrés du journalisme, c'est que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Les faits sont sacrés pour dire que les informations que vous collectez sur le terrain sont sacrées. Vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas leur apporter une quelconque retouche, quelle qu'elle soit. Mais les commentaires sont libres. Les commentaires, c'est ce que vous pensez. Et donc, cela fait que dans le journalisme, alors, il y a globalement deux types de catégories de publications. Et donc, ces deux types-là, ce sont les gens terrain et les gens commentaires, les gens opinions. Et donc, les gens terrain sont ces gens-là journalistiques qui demandent que vous descendiez sur le terrain, que vous alliez assister à quelque chose et que vous puissiez le reporter. Ça, ce sont les gens terrain. Ensuite, les gens commentaires, opinions, ce sont ces types d'articles-là qui ne nécessitent pas que vous descendez sur le terrain. Donc,
vous pouvez rester dans votre coin et puis rédiger ce genre d'articles-là. Alors, les gens terrain sont aussi, ils font aussi partie de ce qu'on appelle le journalisme debout. Et donc, comme quelques exemples de genres journalistiques, je rappelle que les genres journalistiques, c'est différents formats d'articles qui permettent de catégoriser ce qu'on veut faire. Vous voyez, c'est comme quand on descend, quand on se met par exemple dans la peau d'un apprenant, vous avez plusieurs types de cahiers. Il y a les cahiers de 100 pages, les cahiers de 200 pages, les cahiers de 300 pages. Il y a les cahiers cartonnés, il y a les cahiers ici, il y a les cahiers avec les petits carreaux, les petits formats, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est un peu le cas aussi dans le journalisme. Alors, parlant de gens debout, donc les gens qui demandent que vous alliez sur le terrain, on peut par exemple citer le compte rendu. Le compte rendu, c'est juste le fait de relater un fait, un événement, une activité à laquelle vous avez participé. Et le genre compte rendu est le genre qui est le plus répandu dans la presse béninoise. Donc, les gens vont sur le terrain assister à des événements et ils ne font que rapporter ce qu'ils ont vu. Ensuite, après ce genre-là, après le compte rendu, il y a le reportage. Le reportage demande que vous descendiez sur le terrain, que vous alliez à la rencontre des gens, que vous assistiez aussi à des événements, mais c'est la façon de le présenter qui est différente. Et aussi, le reportage a aussi ses exigences par rapport au compte rendu. Ensuite, on peut aussi citer l'interview, parce que l'interview demande aussi que vous alliez vers quelqu'un et donc vous vous leviez de votre bureau pour aller à la rencontre des gens, pour leur poser des questions. C'est le cas aussi de l'enquête. L'enquête, c'est un peu le genre des genres, parce que dans l'enquête, on retrouve toutes les formes d'articles journalistiques, donc de genre journalistique. Et donc, dans l'enquête, vous pouvez à la fois retrouver des interviews, des comptes rendus, de suite. Ensuite, le portrait. Le portrait, c'est une forme de reportage qui est basée sur un individu. Voilà, donc le portrait retrace juste les traits d'un individu, ses caractéristiques personnelles. Alors, parlons de gens assis, donc les gens qui ne nécessitent pas que vous vous déplaciez forcément, donc vous restez là, ce sont des articles de réflexion. Il y a l'éditorial, par exemple, il y a l'analyse, voilà, qui est basée sur un sujet donné, vous posez une analyse, il y a la chronique, comme on l'entend tous, avec la chronique de Jérôme Carlos, par exemple. Voilà. Alors, donc, je viens de faire là un bref aperçu des genres journalistiques. Et maintenant, nous allons passer au deuxième point qui est le reportage, proprement dit. Alors, le reportage, qu'est-ce que c'est? Le reportage est un genre journalistique dans lequel le journaliste raconte une histoire, il décrit quelque chose. Sur le terrain, le journaliste récolte tous les éléments qui vont lui servir. Le reportage veut faire voir, entendre, sentir, ressentir au lecteur ce que le journaliste a lui-même vu, entendu, senti, touché, etc. Le reporter est un témoin privilégié. Ce genre comporte une part de subjectivité parce que, un droit aussi à la critique, mais exige en tout cas de la rigueur dans l'information. Et donc, le reportage ne vise pas à émettre une opinion, mais bien à transmettre de l'information de manière rigoureuse, équilibrée et authentique. J'insiste sur ce mot-là, authentique. La tâche du reporter est donc de reporter les faits, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu, en faisant usage de sa sensibilité et de son jugement. Et donc, pour produire un reportage, on peut dire qu'il y a 3 phases. Il y a ce que vous faites avant le reportage, il y a ce que vous faites pendant le reportage et il y a ce que vous faites à la fin du reportage. Donc, à la fin du reportage, c'est votre rédaction. Avant le reportage, donc, vous devez faire une préparation intellectuelle. Et donc, vous devez d'abord définir votre sujet. Et là, c'est une règle. Les règles que je vais énoncer maintenant s'appliquent à tous les gens journalistiques. Vous devez d'abord définir votre sujet, c'est-à-dire quelle est la thématique dans laquelle vous voulez travailler. Par exemple, ici, puisque c'est e-reporter et que vous serez dans les localités, nous allons par exemple aborder la thématique de l'eau. Et donc, votre sujet, par exemple, ça peut être l'accès à l'eau en milieu rural. Après avoir défini votre sujet, qui est la thématique dans laquelle vous vous inscrivez, vous venez maintenant définir votre angle de traitement, l'angle avec lequel vous allez traiter le sujet.
Vous voyez, quand vous entrez sur la thématique, par exemple, de l'eau, il y a plusieurs aspects sur la disponibilité de l'eau en milieu rural, la fourniture de l'eau en milieu rural. Il y a plusieurs aspects. Est-ce que vous voulez parler simplement de l'accès à l'eau dans le village X? Est-ce que vous voulez parler de l'accès à l'eau dans une école dans le village? Est-ce que vous voulez parler peut-être de l'impact de la présence d'une pompe à eau dans une école? Est-ce que vous voulez peut-être parler des maladies hydriques causées par l'absence d'eau dans un village? Vous voyez, sur la seule thématique de l'eau en milieu rural, il y a tous ces aspects-là qu'on peut aborder. Et ces aspects-là, ces différents aspects-là, on les appelle angles dans le domaine journalistique. Et donc, un angle, c'est un aspect d'un sujet dont vous voulez parler, comme je l'ai dit. Un angle doit être précis et clair. Si vous ne définissez pas votre angle de façon précise et concise, vous risquez de vous éparpiller. C'est très important. Et maintenant que vous avez défini, vous savez le sujet dans lequel vous vous inscrivez, la thématique dans laquelle vous vous inscrivez, vous savez maintenant l'angle, le sujet précis, l'aspect précis que vous voulez aborder. Maintenant, il faut que vous puissiez mobiliser les ressources pour faire votre travail. Ces ressources-là, ce sont les ressources financières, les ressources humaines, les ressources logistiques et les ressources matérielles, les ressources même documentaires aussi. Est-ce que peut-être vous devez même produire aussi de la documentation administrative, c'est-à-dire envoyer des courriers à des gens particuliers aussi. Tout ça, c'est dans les ressources. Et ici, puisque nous parlons de, à la fois, il s'agit de vous qui aurez l'occasion de produire des articles en version écrite ou alors en version audio ou alors en vidéo, il est important d'insister sur l'aspect matériel des choses, les ressources logistiques. Et donc, selon que vous pensez faire un reportage écrit, audio ou vidéo, vous aurez besoin de différents matériels parce que chaque genre avec son matériel. Si vous êtes un journaliste, ensuite, si vous êtes dans la radio, votre enregistreur aussi suffit. Si vous êtes un journaliste de presse écrite, par exemple, si vous voulez faire des productions vidéo, parce que même si vous n'êtes pas déjà descendre sur le terrain, et donc on peut vous appeler entre griffes des journalistes amateurs. Et donc, si vous êtes dans le domaine de la presse écrite, comme je l'ai dit, vous aurez besoin de votre enregistreur pour enregistrer les sons et d'un appareil photo, ainsi que de votre carnet de notes. Carnet de notes, pareil aussi pour un journaliste radio, pareil aussi pour un journaliste télé. Et donc, quand c'est encore avec la télévision, par exemple, il faut encore tout un tas d'arsenal parce que selon le terrain sur lequel vous allez, il vous faudra différents équipements pour faire la prise de son, pour faire la prise des images, pour régler les questions de lumière et tout ça. Et donc, il y a un matériel spécifique qui est adapté à chaque chose. Maintenant, vous devez préparer votre plan au conducteur de reportage. Et ce plan-là doit comporter le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ou les angles de traitement, c'est dit aussi, et le ou les angles parce que pour un sujet, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs angles aussi de traitement. Donc, il peut y avoir des angles et des sous-angles. Maintenant, pour chaque angle de traitement, déterminez toujours les sous-angles selon la densité de votre sujet. Donc, plus votre sujet est important, plus il vous faudra beaucoup d'angles et beaucoup de sous-angles, par exemple. Un seul angle, pardon, mais beaucoup de sous-angles. Et ces sous-angles-là peuvent être aussi les différentes parties de votre article. Et donc, si c'est juste un petit sujet, donc, pas besoin de sous-angles. Voilà. Les personnes ressources. Pour chaque angle que vous devez traiter, pour chaque aspect que vous voulez aborder, il vous faut des personnes ressources parce que ce sont ces personnes ressources-là qui rendront votre article vivant. Pour chaque personne ressource, notez les questions que vous allez poser. On a abordé tout à l'heure la question de l'eau. Est-ce que vous pensez que selon le sujet que vous voulez traiter, il faut que vous discutiez avec le chef du village? Si c'est le cas, alors énumérez les questions que vous allez poser au chef du village. Vous allez aller dans une école, vous aurez alors affaire à un directeur. Notez les questions que vous voulez poser au directeur. Et donc, pour chaque angle, notez les informations cruciales. Un document particulier, une image particulière à prendre, ainsi de suite. En vous préparant, avant d'aller sur le terrain, ayez déjà une idée
des choses cruciales dont vous aurez besoin. Quelle est l'image, par exemple, qui va mieux représenter votre sujet, votre thématique? Vous ne pouvez pas vouloir faire un sujet qui parle de la difficulté de l'accès de l'eau dans une école et aller faire la photo d'un marigot. Non. Montrer comment est-ce qu'à travers une image qui montre que des enfants sont en train de souffrir, par exemple, dans l'école, ça peut illustrer votre angle qui est la difficulté de l'accès de l'eau dans une école. Mais si c'est la difficulté de l'accès de l'eau dans tout le village, alors vous pouvez alors montrer comment est-ce que les villageois, par exemple, font des kilomètres et quand c'est comme ça, quand vous regardez les pieds des gens, quand on marche beaucoup, vous voyez comment est-ce que les pieds, il y a comme des petites fissures là sur les pieds des gens. Donc, vous faites un papier sur l'accès difficile à l'eau, vous faites une photo comme ça, quelqu'un qui a peut-être de l'eau sur la tête avec les pieds bien fondus comme ça là, ça illustre bien votre sujet. Mais si vous voulez faire un truc sur la difficulté de l'accès, la pénibilité de l'accès à l'eau, et vous allez faire la photo d'une salle de classe, vous voyez, il n'y a pas de lien. Donc, imaginez les éléments qui peuvent saisir le lecteur à travers votre papier, votre production. Et donc, tout cela entre en ligne de compte dans le synopsis. Quand vous êtes dans le domaine de la vidéo, par exemple, on parle beaucoup plus de synopsis. Et donc, ce synopsis-là, il doit prendre en compte, donc, comme je l'ai dit, il doit prendre en compte le sujet, il doit prendre en compte les angles et il doit prendre en compte ces différents, les informations que vous voulez collecter. Alors, nous continuons toujours. Et donc, tout ceci est important, mais l'outil le plus crucial, puisqu'on parle de reportage, l'outil le plus crucial, ce sont vos organes des sens. Vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre langue, même la peau et aussi les doigts. Et en plus de tout cela, votre attention. Tous ces outils que j'ai cités sont importants, mais comme on le dit, peu importe la machine que vous avez, le tout dépend de comment vous l'utilisez. Et le comment vous l'utilisez aussi dépend de votre disposition personnelle, de votre préparation. Et quand vous allez sur le terrain, une fois que vous êtes sur le terrain, il est important que vous mettiez tous vos sens en alerte. Et donc, ça nous permet en même temps de passer au point suivant qui est pendant le reportage. Et pendant le reportage, là, il s'agit de la collecte de l'information. Alors, vous devez être concentré. Vraiment concentré. Et je répète encore concentré. Parce que quand vous êtes en situation de reportage, il y a ces petits détails-là qui peuvent vraiment enrichir votre production. Comme on le dit, comme le dit l'adage, le diable est dans les détails. Et quand vous êtes en situation de reportage, vous devez être en alerte. Vous regardez tout, vous suivez tout, vous écoutez tout. Vos narines, votre nez doit être en alerte. Vous notez tout ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez. Si même vous pouvez goûter aussi des choses, goûter. Vous faites par exemple un reportage qui parle de cuisine, cela veut dire que vous devez pouvoir goûter aussi ce dont il s'agit, le repas dont il s'agit, pour pouvoir le décrire aussi en écrivant. Et donc, toujours pendant le reportage, vous devez observer tout ce que vous voyez, sentir, toucher, goûter et tout ça, comme je viens de le dire. Pour les entretiens, par exemple, puisque là, c'est toujours la collecte de l'information, pour les interviews que vous aurez à réaliser, prenez toujours le soin de tester vos équipements, notamment le micro, si vous êtes avec un appareil, avec une caméra, ou alors votre enregistreur, que vous soyez journaliste de presse écrite, pour écrire un simple papier ou pour faire une production audio pour la radio, par exemple. Ensuite, toujours concernant ça, ce sont des réflexes que vous devez avoir sur le terrain. Une règle basique pour les images, c'est d'éviter le contre-jour. Pour dire quoi, comme vous voulez faire des photos, par exemple, la lumière, si vous êtes dehors ou que vous soyez dehors, bon, ou même en salle même, la lumière doit tomber sur le visage de la personne que vous voulez photographier. Cela veut dire que la lumière doit être dans votre dos. Et donc, quand c'est comme ça, elle tombe sur le visage de la personne que vous voulez photographier. Parce que vous ne pouvez pas photographier quelqu'un, faire la photo de quelqu'un si tout est noir autour de la personne, si tout est sombre autour d'elle.
Veillez à cela aussi. Donc, les interviews, là, vous devez toujours tester vos appareils photo et tout ça, là, vos appareils enregistreurs. Et maintenant, sur le terrain, prenez toujours le soin de noter les contacts de vos interlocuteurs. Notez toujours les contacts. C'est important. Parce que à tout moment, vous pouvez vous retrouver en train de rédiger, vous allez vous rendre et donc vous appelez quelqu'un pour vous préciser les choses. Mais ces contacts-là, c'est surtout pour avoir des précisions et non pour aller sur le terrain, croiser les bras et puis attendre d'être en situation de rédaction de l'article et puis commencer à appeler les gens. Si vous procédez comme ça, vous voyez, vous entachez votre crédibilité. Et la crédibilité est quelque chose de très important quand vous êtes journaliste. De tous les métiers au monde, le journalisme est le métier pour lequel la crédibilité et la confiance sont les choses les plus cruciales. Parce que quand vous êtes journaliste, le simple mot que vous écrivez, le simple son que vous produisez a la capacité de construire ou de détruire. Ça là, vous devez être parfaitement conscient de cela. Le simple mot que vous écrivez a la capacité de construire ou de détruire. Donc, vous devez être très vigilant. Maintenant, vous avez préparé votre reportage à travers la définition de l'angle, du sujet et des personnes ressources que vous devez contacter, avec lesquelles vous devez discuter. Vous avez préparé vos équipements. Vous êtes allé sur le terrain. Vous avez gardé vos sens actifs, attentifs. Vous étiez concentré. Vous avez collecté les informations. Maintenant, il vient le moment de traiter l'information et maintenant donc de la rédiger, de rédiger ce que vous avez produit, de rédiger votre article à partir des informations que vous avez collectées. Alors, vous devez d'abord faire un tri de tout ce que vous avez collecté. Vous faites un tri pour savoir quelles sont les informations que vous gardez, quelles sont les informations que vous laissez, quelles sont les informations les plus pertinentes selon votre angle d'attaque. Mais j'ai dit bien faire un tri et non détruire. Faire un tri, ça veut dire que vous prenez dans tout ce que vous avez, vous prenez juste ce dont vous avez besoin et le reste, vous le laissez de côté. Parce que parfois aussi, puisque c'est beaucoup plus le journalisme, c'est une question d'inspiration. La rédaction est une question d'inspiration. Vous pouvez être en train de rédiger votre article avec les informations que vous avez sélectionnées, mais vous vous rendez compte au fait qu'il y a un petit détail dans ce que vous avez laissé de côté que vous pouvez reprendre. C'est pour cela que je dis de faire le tri et non de supprimer. Vous faites le tri et vous prenez juste ce dont vous avez besoin. En cas peut-être, au cas où l'inspiration prend une autre tournure, vous pouvez rapidement repiocher dans ce que vous avez laissé. Et donc, la rédaction de l'article demande d'appliquer donc les principes journalistiques que maintenant je vais vous énumérer. C'est d'abord le principe de la pyramide inversée. Ça, c'est une règle fondamentale en journalisme. Le principe de la pyramide inversée, ça veut dire que on va du plus important au moins important et on va droit au but. Pour rédiger votre article, qu'il s'agisse de presse écrite ou de vidéos, par exemple, rappelez-vous toujours ceci, comme on enseigne en français, une phrase, c'est un sujet, c'est un verbe, c'est un complément. Sujet, verbe, complément. Plus vos phrases sont longues, moins on vous comprend. Moins c'est clair dans la tête des gens. On dit dans le journalisme que le niveau de lisibilité de votre texte, de votre production baisse. Et quand cela baisse, on ne vous suit plus, on ne voit plus l'intérêt, la pertinence, on n'a plus l'envie de lire ce que vous faites, de ce que vous avez écrit ou bien la vidéo que vous avez produite. Alors, maintenant, écrivez simplement et de façon compréhensible. Évitez les gros mots, sauf si vous les expliquez immédiatement. Soyez bref, précis et allez-y, droit au but. Dans le journalisme, on ne fait pas des digressions. Ce n'est pas comme dans la rédaction, dans la dissertation, où vous devez aller de la généralité vers le particulier et puis faire des tournures de phrases, de contorsions par-ci, par-là. Non, vous allez droit au but. Maintenant, pour rédiger proprement votre article, un article journalistique a trois grandes parties. Non, deux grandes parties. Il y a la titraille et il y a le corps de l'article. La titraille, c'est quoi? La titraille, c'est tout ce qui entre en ligne de compte dans le titre. Et dans la titraille, nous avons le surtitre, le titre et parfois le sous-titre. Le sous-titre, il dit un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous voyez, le titre,
c'est un peu l'idée essentielle qu'on doit retenir de votre article ou bien de votre vidéo. Et donc, on doit faire en sorte que ce titre-là, cette idée essentielle soit quelque chose d'accrocheuse. Ça doit accrocher le lecteur. Parce que vous voyez, dans le journalisme, c'est d'abord le titre qui accroche. Et c'est quand le titre est intéressant qu'on pense maintenant à entrer dans le journal et à entrer maintenant dans l'article pour le lire. Ensuite vient le chapeau. Le chapeau, excusez. Alors, le chapeau répond à principalement 4 questions. Dans la presse, on dit qui a fait quoi, où et quand. Je reprends les questions. Qui, quoi, où et quand. Pour facilement retenir cela, la phrase qu'on tire à partir de cela, c'est une technique c'est une phrase mnémotechnique pour dire qui a fait quoi, où et quand. Ça fait les 4 phrases, les 4 questions, pardon. Et donc, dans le cas d'un reportage, par exemple, et nous allons le voir tout à l'heure dans la phase pratique, le chapeau peut simplement être contextuel, juste donner un peu le contexte de l'article qu'on écrit. Alors, après cette titraille-là, maintenant, on entre dans le corps de l'article. Le corps de l'article, la première chose, c'est l'attaque, qu'on appelle parfois amorce ou lead encore dans l'audiovisuel. L'attaque, c'est quoi? L'attaque plante le décor. L'attaque, elle doit capter l'attention et donner le ton de l'article. Il peut s'agir d'un cas vécu, d'un témoignage, d'une citation forte ou de la présentation d'une situation. On aura le cas de revenir, on aura le temps de revenir dans cela dans la phase pratique. Alors, après l'attaque, l'attaque, c'est les 2-3 premières phrases de votre article de presse quand vous écrivez en version papier. C'est la première, la deuxième minute au plus de votre production quand vous faites la vidéo ou l'audio. Ce n'est pas long, mais ça doit être accrocheur. Et vous voyez, dans le journalisme, l'attaque est parfois ce qui prend le plus de temps. Avec la titraille, donc le titre, le sous-titre, le titre, l'attaque est ce qui prend le plus de temps parce que c'est quand les gens sont accrochés qu'ils vont vouloir lire le reste de votre article. Alors, le corps même de l'article, il entre dans les détails en expliquant le comment et le pourquoi des choses. Dans l'écriture, pour les citations directes, vous devez utiliser les guillemets. Vous pouvez aussi paraphraser des propos en y restant fidèle vivant. Pour cela, vous devez décrire les personnes que vous avez interrogées. Vous devez décrire l'environnement dans lequel vous vous étiez trouvé, vous avez été. Vous devez décrire l'espace dans lequel vous étiez. Vous devez faire jouer tous vos sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tous vos sens, de sorte que la personne elle-même qui lit, la personne qui vous écoute, la personne qui regarde votre reportage, ait le sentiment qu'elle-même, elle était sur le terrain. C'est ça le reportage vivant. Et donc, après la titraille et après le corps de l'article, vient maintenant la chute de l'article. Et donc, tout ça, c'est fait en un bloc. Le corps de l'article, il est fait en un bloc. La titraille, il s'agit plutôt de trouver un élément nouveau pour conclure sur une note ouverte, surprenante, originale, complice. Et donc, la chute sert à terminer en beauté et à boucler la boucle avec l'amorce. Ainsi, on appréciera une chute qui fait écho au ton énoncé au début de l'article. Elle vise aussi à accompagner le lecteur dans la conclusion, à ne pas le laisser abruptement. Pour dire quoi? L'article, c'est un peu dans la rédaction ordinaire, dans la dissertation, vous direz que c'est la conclusion. Et alors que la conclusion fait un peu le résumé de tout ce que vous avez écrit. Mais la chute, dans l'article de presse, la chute ne fait pas le résumé. La chute fait comme une ouverture. La chute donne un peu une idée de ce qui va suivre. La chute dit quelque chose de surprenant ou revient sur un aspect particulier de sorte à mettre encore l'eau à la bouche. Et donc, là, ce que je viens de numérer, là, les différentes parties d'un article de presse se retrouvent dans l'ensemble des productions.
que ce soit pour la presse écrite, que ce soit pour la radio, que ce soit pour la vidéo. La principale différence, c'est les différents types de formats. Vous voyez, quand vous êtes en radio, vous pouvez faire du 1 minute 30. C'est la même chose aussi en vidéo. Voilà, un petit reportage, juste un compte rendu, ça s'appelle 1 minute 30. Mais quand vous faites un reportage, c'est au plus 2 minutes 30. Vous devez être attentif aussi à ce format-là. 2 minutes 30 au plus quand vous faites un reportage. Maintenant, selon d'un média à un autre, il est beaucoup plus question de certaines spécificités. Parfois, les noms changent, les noms des choses changent, mais c'est le même esprit, c'est la même dynamique. Dans la presse écrite, vous écrivez tout. Dans la radio et la télévision, par exemple, vous posez juste certaines phrases qu'on appelle, qu'on prend en compte en ligne de compte à votre commentaire. Le commentaire, c'est ce que vous dites, auquel vient s'imbriquer, auquel vient s'ajouter ce que les personnes aux ressources ont dit. Quand vous suivez, par exemple, dans le journal télévisé, par exemple, vous verrez que quand ça commence, le journaliste parle un moment, et puis un autre moment, c'est quelqu'un qui vient intervenir. Et c'est ainsi de suite que ça s'intervertit l'un l'autre, jusqu'à la fin. Quand vous êtes en presse écrite, comme je l'ai dit, le reportage doit être vivant parce que là, le lecteur ne voit rien. Le lecteur ne voit rien, il lit avec ses yeux. Et donc, ce sont les mots que vous utilisez qui vont créer une image dans son esprit. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est important que ce soit des mots simples. Si les mots ne sont pas simples, qu'ils sont compliqués, le lecteur n'arrive pas à se faire une image dans son esprit. Et quand c'est comme ça, il va laisser l'article, il ne va plus le lire. Quand c'est l'audio, par exemple, on ne voit pas, mais on entend. Et entendre, c'est dire qu'il y a certains bruits qu'on reconnaît. Si vous faites un reportage que vous êtes au bord, par exemple, du goudron, on va bel et bien entendre le bruit des voitures, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, quand vous faites un reportage audio, assurez-vous de capter vraiment tous les sons qui font vivre l'événement. Quand vous êtes maintenant à la télévision, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est votre commentaire. Et le deuxième aspect, c'est les personnes que vous ajoutez pour intervenir ou les situations que vous filmez. Les personnes que vous ajoutez ou les situations que vous filmez parlent d'elles-mêmes. Parce que ce sont des images qu'on voit et c'est ça. La vidéo, c'est de l'image qui est animée. Et donc, en même temps que vous passez votre vidéo, on voit ce qui se passe, on ressent ce qui se passe, on sait ce qui se passe. Mais quand vous vous présentez votre commentaire, vous devez savoir quelque chose. Le commentaire doit être arrimé à des images. C'est vous qui parlez. Le commentaire, c'est quoi? C'est la partie où vous parlez pour introduire quelqu'un. Et quand vous parlez, vous devez vous dire que à chaque image, à chaque mot que vous prononcez doit correspondre une image ou une situation. Parce que quoi? Et ça, c'est ce que font les monteurs, par exemple. Derrière les vidéos que vous voyez là, il y a un montage qui se fait derrière. Et je crois que de plus en plus, avec certaines applications aussi que vous avez sur vos téléphones aussi, vous pouvez faire ces montages vidéo là. Et donc, la partie où vous parlez, celui qui fera le montage doit trouver l'image qu'il faut pour coller à ce que vous dites. Si dans votre commentaire, vous parlez par exemple de la route ou bien d'un accident de circulation, par exemple, celui qui a fait le montage doit pouvoir montrer une route, doit pouvoir montrer un accident. Alors que si vous êtes sur le terrain, au moment où vous tendez le micro à quelqu'un, tout le monde à la télévision voit qu'il est au bord de la route, il a vu un accident là, parce que la caméra montre un accident. Donc, c'est un peu ça la différence d'un média à un autre. Et maintenant, puisque je vous l'ai dit au début, le rôle du journalisme, c'est de collecter l'information, c'est de traiter l'information à travers sa rédaction et c'est de publier l'information, donc de diffuser l'information. Et la diffusion, comme vous le savez de plus en plus encore, ça se fait sur les sites internet, par les télévisions, les radios ou encore par les réseaux sociaux. Et je crois que ça vous êtes totalement habitué à cela. Alors, donc, j'aborde l'avant-dernier point, c'est quelques principes éthiques et déontologiques. Alors, comme vous le savez, présentement, nous avons une loi qui est le code de numérique et tout ça là, qui est vraiment très sévère avec, en matière de production et de diffusion d'informations. Et donc, la première chose d'abord, c'est faites attention aux informations que vous publiez. Assurez-vous que ces informations-là soient toujours réelles et justes.
N'inventez pas les choses. N'inventez pas les choses. Lorsque vous voulez faire votre production, lorsque vous voulez écrire votre article, lorsque vous voulez faire votre montage vidéo, s'il y a une information, s'il y a une information dont vous n'êtes pas sûr, dont vous doutez, est-ce qu'il a dit, que le président était malade ou bien est-ce qu'il a dit que le président était absent? Dès que vous avez des doutes, soit vous appelez les personnes concernées, les personnes qui vous ont donné cette information-là, ou soit alors vous le laissez tomber carrément. Je répète, soit votre information est crédible, soit vous avez des doutes et vous appelez les gens qui vous ont donné l'information, ou soit alors vous laissez l'information. Comme on le dit, en cas de doute, abstenez-vous, ne publiez pas l'information. Deuxième chose, les images que vous prenez. D'abord les mineurs. Quand vous prenez, il n'est pas d'abord recommandé de diffuser l'image des mineurs. Les mineurs, c'est les personnes qui ont moins de 18 ans. Vous voyez, il n'est pas recommandé de publier leur image. Sauf si c'est peut-être dans un milieu, dans un milieu d'abord public et que cela n'est pas dégradant pour leur personnalité. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire un travail sur l'eau et puis aller dans un village, par exemple, et puis peut-être, prendre l'image d'un enfant qui est en train de déféquer et puis on voit bien son visage. Non, c'est pas bon. Et même actuellement, comme cela, ça a été le cas aussi avec les examens qui sont passés dernièrement, par exemple. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller dans une salle de classe, par exemple, et puis prendre la photo des enfants de face. L'idéal, c'est de prendre par derrière. Mais si vous le prenez de face, assurez-vous alors qu'il ne soit pas dans une posture dégradante. Dans une posture dégradante. De la même façon, il faut aussi éviter, et même quand c'est les adultes, il faut aussi généralement éviter de prendre les gens quand ils sont dans une posture dégradante. Mais quand c'est les personnes adultes, par exemple, il faut demander le consentement des gens. Et je crois que dans le programme e-reporter, par exemple, tout à l'heure, je crois que le président m'avait envoyé un pareil message dans lequel on vous demande de toujours demander la permission des gens avant de prendre leurs images. Faites toujours cela. Si peut-être vous êtes dans un espace public, par exemple, ok, vous pouvez prendre vos photos. Mais quand vous faites vos photos dans un espace public, par exemple, que des gens viennent vous dire, je ne veux pas me retrouver là-dessus, ça veut dire alors que au moment de diffuser l'image, vous devez vous assurer de flouter ces personnes-là. Au montage vidéo aussi, on peut le faire. Donc, ça, c'était concernant les images, parce que c'est une question très sensible et on ne tarde pas à demander des comptes pour ça. L'autre aspect, c'est l'équilibre de l'information. Généralement, dans notre environnement, c'est un aspect qui est beaucoup négligé et c'est généralement la raison pour laquelle les gens sont parfois envoyés au tribunal. En plus de la qualité, de la véracité des informations qui sont produites, c'est pour cela que je vous ai dit, en cas de doute, abstenez-vous. Assurez-vous de diffuser, de partager des informations toujours vraies. Que ce soit dans cette dynamique-là de e-reporter ou même personnellement, ne partagez que les informations qui sont vraies. Si ce n'est pas vrai, ne partagez pas. Parce que si ce n'est pas vrai que vous partagez et que quelqu'un se sent offusqué, quelqu'un se sent touché par cela, il va vous convoquer au tribunal. Donc, assurez-vous de cela. Le deuxième aspect, comme je le disais là, c'est l'équilibre de l'information. L'équilibre de l'information pour dire quoi? Si vous faites un travail sur l'eau, vous allez dans le village et que la population dise, depuis que nous avons élu le nouveau maire, il n'a même pas fait en sorte de construire une seule adduction d'eau villageoise. Vous devez aller aussi chez le maire pour lui demander, monsieur le maire, les populations disent que depuis que vous êtes là, vous n'avez construit aucune adduction d'eau villageoise. C'est ça l'équilibre de l'information. Quand vous devez traiter un sujet, vous devez vous assurer de donner la parole à toutes les parties prenantes. À toutes les parties prenantes. Même s'il y a des parties prenantes que vous n'avez pas prises en compte, vous devez les prendre en compte après qu'on ait parlé d'elles. Vous n'avez pas prévu de prendre Francis. Mais en interviewant les gens, quelqu'un vient vous parler de Francis, vous demandez à la personne, mais c'est qui Francis? Je peux avoir son numéro, je peux rencontrer Francis. Et vous allez rencontrer Francis. Francis, il y a telle personne a dit ça, ça, ça. Bon, généralement, le journaliste ne donne pas ces sources d'informations. Le journaliste, et c'est un principe important aussi, le journaliste ne donne pas ses sources d'informations. Et donc, Francis
les gens ont dit ça sur toi. Qu'est-ce que tu en dis? Donc, si Francis vous dit, mais qui est celui qui a dit ça? Vous lui dites simplement, je ne peux pas vous donner le nom de la personne qui a dit ça. Mais les gens ont dit ça de vous. Je suis en train de faire un travail là-dessus. Et comme on a parlé de vous, et donc j'ai voulu que vous aussi vous donnez votre position. Si vous demandez cela à Francis et qu'il décide de ne pas parler, alors quand vous faites votre production, votre vidéo ou votre article papier et votre article en ligne aussi, vous écrivez là-dedans, tel a dit tant de Francis. Mais quand je suis allé voir Francis, il n'a pas voulu se prononcer. Ça, c'est l'équilibre de l'information. Voilà. Alors, donc, c'était un peu ça. Voilà, là, on vient de parcourir. Ça, c'est comme je le dis, c'est l'aspect théorique. J'espère que vous avez pu prendre des notes. Maintenant, après cet aspect théorique-là, nous allons passer maintenant à la phase pratique où je vais vous présenter 2 cas, un article de presse et puis une vidéo qui vous permettra aussi de mieux comprendre ce dont il s'agit. Donc là, j'active mon partage d'écran pour que vous puissiez mieux saisir comme je l'ai dit là, ce dont il s'agit. Et donc, je vais parcourir avec Ça vous commence dès le... tout ce dont... voilà. Alors, je suis en train de partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit cet article-là? Est-ce que tout le monde voit cet article? Oui, bon, monsieur. Oui. Vous voyez, voilà. Et donc, bon, je fais éducation. Voilà, donc je vais rapidement défiler. Nous allons directement aller vers le reportage. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de genres journalistiques. Ici, par exemple, vous voyez, c'est un compte rendu. Vous voyez, donc c'est rapide, c'est direct, on va droit au but. Voilà un compte rendu. Ça, c'est le chapeau. Alors, on descend. Ici, toujours un compte rendu. Ici, c'est un reportage. Là, ici, c'est une interview. Vous voyez, comme je l'ai dit, ici, ça fait chapeau. Ça, vous voyez, je pense. Vous voyez la partie que je sélectionne. Voilà, donc ça, c'est le chapeau. La photo, comme je vous l'ai dit. Et puis, voilà, l'interview, c'est comme ça, c'est question-réponse. Alors, maintenant, nous allons descendre ici. Voilà. Et donc, soutenance de thèse par visioconférence. Alors, vous me suivez? Allez-y, monsieur. OK. Alors, comme je l'ai dit, le sous-titre est ceci. Vous voyez, soutenance de thèse par visioconférence, c'est le sous-titre. Et le sous-titre, généralement, il reprend la question quoi? De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est une soutenance de thèse par visio, c'est un sujet sur la soutenance de thèse par visioconférence. Donc, le thème en haut, il peut aussi être lié au sujet, donc à l'environnement dans lequel vous voulez travailler. Maintenant, ça, c'est le titre. Le titre des efforts à faire pour une véritable interaction entre candidats et jury. Pour dire quoi? Ça, c'est l'idée essentielle qui sort de l'article. C'est l'idée essentielle qui sort de l'article, ça. Alors, maintenant, le chapeau. Le chapeau, c'est ceci. Vous voyez. Et donc, je lis, la pandémie de la COVID-19 n'a pas épargné les activités académiques. Dans les universités d'ici et d'ailleurs, cours et évaluations sont désormais effectués en ligne. En tant qu'évaluation terminale, les soutenances de thèse de doctorat ont aussi pris le pli des visioconférences afin de s'adapter à la situation. Cela dit, des difficultés persistent encore du point de vue technique et ça, c'est le chapeau. Vous voyez, il a juste présenté le contexte comme idée générale, c'est que les acteurs, ils ont parfois des problèmes techniques et ils ont aussi des soucis à manipuler les équipements. Donc, ça, c'est le titre, ça. Et pardon, le chapeau. Maintenant, l'attaque. L'attaque, comme je vous l'ai dit, il y a 3 ou 4 façons de faire une attaque.
Soit c'est une citation forte, et ça c'est généralement le cas pour les enquêtes par exemple, mais vous pouvez aussi le faire pour un reportage. Soit c'est, comment dire, vous présentez une situation. Dans ce cas-ci, par exemple, je présente, ou alors c'est un témoignage. Alors ici, je présente le décor, on va juste lire les deux premières phrases, deux ou trois premières phrases. Freddy est tiré à 4 épingles. Vous voyez, ce 9 juillet 2020. Donc là, je donne le quand. Le qui, Freddy est tiré à 4 épingles. Et quand je vous dis quelqu'un est tiré à 4 épingles, je pense que vous savez ce dont il s'agit pour dire que il est sapé comme jamais, comme on le dit. Vous voyez? Dans son costume gris, cravate rouge, sur une chemise blanche au col droit, les cheveux coiffés à ras, ses lunettes ont du mal à tenir à force de s'éponger le visage avec un mouchoir en papier, tant la pression était forte. Quand je vous dis ça, vous-même, vous vous plongez là-dedans. Si vous avez déjà assisté à des soutenances de thèse, même des soutenances de licence, de mémoire ou de maîtrise ou de master, vous voyez, c'est comme un jeu de solennité où les gens sont sapés. Voilà, donc c'est un peu ça que je décris ici. Et pour cause, il ne la vivra qu'une seule fois, sa soutenance de thèse, de doctorat en anglais. Donc, avec ces trois phrases-là, j'ai planté le décor. Et c'est cela l'attaque, cela donne l'envie de lire l'article. Maintenant vient le corps de l'article. Le corps de l'article, c'est tout ce qui suit. On va voir, est-ce qu'on peut trouver une phrase là, comme je vous l'ai dit, les citations. Parce que quoi, une fois que vous avez fait le décor, maintenant dans le corps de l'article, c'est une succession des événements maintenant. Vous expliquez le comment et le pourquoi. Comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ainsi de suite et ainsi de suite. Je cherche quelque part où j'ai parlé de citations. Comme je vous l'ai dit, les citations, les citations se font de deux façons. Soit vous paraphrasez la personne, donc vous rapportez ses propos en paraphrasant, ou soit vous écrivez textuellement ce que la personne a dit. Et quand c'est ce cas-là, on le fait dans les guillemets. On le fait dans les guillemets. Et surtout dans notre contexte ici, je vous invite à paraphraser, à modérer les parties où vous rapportez les gens, mais à privilégier quand même ces parties-là où on voit leurs propos même entre guillemets. Donc, on appelle ça les citations de premier niveau, les citations directes. Je prends un cas par exemple. Vous voyez ici, English spelling and pronunciation, a graphonomic study of vowel realization by Abomey-Calavi University English Department, undergraduate. Voilà. Bon, ici c'est le thème de son mémoire, mais je vais avancer, chercher une citation. Voilà, ici par exemple, vous voyez, je vais rapidement sélectionner ça. Il dit quoi? Merci, monsieur le directeur. Répond professeur Flavien Beto, le président du jury. Vous voyez, donc, merci, monsieur le directeur. Donc, ça, par exemple, c'est les premiers propos de premier niveau. Et aussi, vous un article, vous racontez une histoire. Vous racontez une histoire, ça veut dire quoi? En même temps que vous parlez, la personne parle, vous dites quelque chose, la personne ajoute, vous présentez le contexte, la personne ajoute, vous présentez l'environnement aussi, quelqu'un parle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les éléments se suivent comme ça, Petit à petit, vous expliquez le comment, le pourquoi, le comment, le pourquoi, le comment, le pourquoi, peut-être parfois le quand, ainsi de suite. Jusqu'à la chute maintenant. Jusqu'à la chute maintenant. La chute, parfois, c'est négligé. Parfois, on néglige la chute, notamment dans les articles de presse, parce que la chute, au fait, quand parfois on veut faire le montage, vous voyez ici, par exemple, quand on veut faire le montage, quand on voit qu'il y a trop de choses, par exemple, on veut couper le texte, on commence par couper le texte à partir d'en bas. Vous voyez, on commence à couper le texte à partir de la fin.
C'est pour cela que le principe de pyramide inversée est important. Et donc, vous devez dire les choses importantes dès le début. Vous devez dire les choses importantes que vous avez vues sur le terrain dès le début. De sorte que même si après on trouve que votre article est long, par exemple, parce que vous voyez, quand vous êtes en ligne, il y a un nombre de mots. Quand vous êtes aussi sur papier, il y a un nombre de mots à ne pas dépasser. Quand vous êtes en vidéo, par exemple, ou en audio aussi, il y a un nombre de minutes à ne pas dépasser. Parce que plus c'est long, plus c'est fatigant. Voilà. Donc, je pense que ça, c'était l'un de mes articles, voilà, que nous avons traversé. Donc, on a vu la titreuse, c'est, j'ai dit, sous-titre, titre, ensuite vient chapeau. Maintenant aussi, bon, dans le texte aussi, il y a les intertitres. Vous voyez, comme ceci là. Ça, c'est les intertitres. Les intertitres, ils permettent de relancer l'attention de celui qui lit votre article quand l'article est long. Vous voyez. Et ces intertitres-là, comme je l'ai dit, quand l'article est long, il faut avoir des sous-angles. Vous voyez, non? Ces intertitres, au fait, représentent un peu aussi les sous-angles. Vous voyez. Si vous écrivez juste un petit texte, par exemple, de 100 mots, de 200 mots, de 300 mots, vous n'avez pas besoin d'intertitres. C'est inutile. Mais vous écrivez un truc de 1200 mots au moins, comme c'est le cas ici, par exemple, hein, il vous faut des intertitres. Et même encore sur le format web, encore, parfois même avec un texte de 500 mots, par exemple, il vous faut au moins 2 intertitres, parce que ce sont les intertitres qui permettent de relancer l'attention de celui qui vous lit. Alors, après cette production papier, on va passer à une production vidéo. Donc, je vais encore partager mon écran ici avec une vidéo. Voilà, une vidéo ici. Voilà. Alors, Petit déjeuner. dites-moi, vous voyez cette vidéo? Tout le monde me suit? Allô? Allô? Oui, je suis. Ok. Dès le petit D'accord, déjeuner. on y va. Donc, Se faire une tartine, un geste a priori sans danger. Pourtant, je viens d'avaler une bonne dose de pesticides, des produits chimiques invisibles à l'œil nu. Et il y en a des milliers autour de moi. Ma salle de bain, par exemple, est un vrai laboratoire de chimie. Mon dentifrice contient du triclosan. Mon fond de teint, de la benzophénone. Mon rouge à lèvres, du parabène. Et mon parfum, des phtalates. Ça continue quand je fais le ménage. Dans les fils de mon aspirateur se cachent des retardateurs de flammes. Il y en a aussi dans les meubles, les rideaux, les peintures. Ces substances chimiques, je les inhale même dans les pièces les plus intimes. Et ce n'est pas fini. Se faire poser du vernis, c'est aussi absorber du triphénylphosphate. Magnifique. Magnifique aussi, cette nouvelle coloration pleine de résorcinol. Même nos enfants sont touchés. Appliquer un shampoing anti-poux, c'est l'asperger de permétrine. Perturbateurs endocriniens. Il y en a plus de 800. Ils envahissent toutes les pièces de nos maisons. Jusqu'à... alors, vous êtes tous là? Alors, donc, les perturbateurs, ce que vous venez de voir là, alors, c'est pour la presse écrite, on a parlé d'attaque. Ici, c'est un peu, c'est la mort, c'est le lead, c'est aussi l'attaque ici. Et dans ce cas-ci, elle a présenté un cas vécu. Vous voyez, un cas vécu qui vous permet, vous-même qui lisez ou bien vous-même qui regardez la vidéo, de vous retrouver en situation. Dites-vous tous qui êtes là aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous ne vous êtes pas retrouvé dans ce que la dame faisait, qu'elle soit pour se manger, pour aller dans les toilettes, pour se passer le parfum, les vernis et tout ça. Voilà. C'est ça l'attaque, c'est ça le lead, c'est ça l'amorce. Cela permet à celui qui veut vous lire ou celui qui veut regarder la vidéo que vous avez produite de se sentir concerné par ce que vous voulez faire. Vous voyez. Et donc, ça, c'est, comme je l'ai dit, ici, c'est un cas de vécu. Et comme vous le regardez en haut ici, par exemple, vous voyez, je passe le curseur là-dessus, on dit
Bon, Envoyé spécial, certainement que certains vous connaissent ça. C'est une chaîne de documentaires et tout ça, ce sont des émissions documentaires. Perturbateurs endocriniens, nos vies empoisonnées. Vous voyez, ça, c'est le titre de la vidéo, c'est le titre du documentaire, ça. Si je Quel laisse point ces continuer, je polluants vais chimiques voir me contaminent-ils? Évite. Mes si, cheveux se cachent dans nos... voilà, vous voyez, nos vies empoisonnées. Ça, c'est le titre du documentaire. Attendez, que je reprenne. Quels sont ces poisons qui menacent l'avenir de l'espèce humaine? Vous voyez, voilà, ok, c'est ça, c'est le titre de la vidéo, le titre du documentaire, nos vies empoisonnées, vous voyez. Et qui parmi nous ici ne peut pas se sentir concerné par le fait qu'on dise que nos vies peuvent être empoisonnées. Vous voyez, c'est ça le titre. Le titre est accrocheur et l'attaque qui débute aussi l'article, le lead, l'amorce qui débute aussi votre vidéo ou même aussi votre audio doit pouvoir capter l'attention de ceux-là qui vont vous suivre. Et donc, tout ce qu'elle a dit là, vous avez vu, non? La vidéo a commencé par les propos du journaliste qui a fait le documentaire. Vous entendez sa voix, hein? Vous entendez sa voix et sur les premières images, vous voyez juste les actions qui se font. Elle dit aspirateur et puis on voit la dame ici avec un aspirateur. Se cachent des retardateurs de flammes. Quoi encore? Il y en a aussi dans les meubles, les rideaux, les peintures. Ces substances chimiques, je les inhale même dans les pièces. Vous voyez, donc elle parle ici des pièces les plus intimes et on montre les toilettes. C'est un peu ça, comme je le disais. Le journaliste peut produire son commentaire et les images viennent s'ajouter. Les images, c'est au moment du montage que le monteur va faire toute cette association mot-image. Donc, vous vous dites et puis les images s'ajoutent. Maintenant, on va voir ici une partie où elle introduit quelqu'un pour intervenir. Et mes cheveux gardent dans leurs... Ils sont cheveux. Dans le pesticide. Ce sont des pesticides. Voilà, donc on va revenir ici. Ici maintenant, on va voir... Alors, je reprends. Ici maintenant, on va voir comment est-ce qu'elle fait pour introduire quelqu'un dans la vidéo pour que la personne parle. Perturbateurs endocriniens. Chez Camille, c'est encore pire. Plus d'une trentaine. Des polluants au nom un peu barbare. Les DMP sont des pesticides utilisés dans l'agriculture, il me semble, pour des céréales. Ça, c'est la plus forte dose que j'ai dans mes cheveux. Donc, chers amis, je crois que j'ai été rattrapé par le temps. Hein. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Alors, vous êtes tous là. Alors, donc, c'était un peu ça, mon intervention sur le reportage. Retenez que le reportage est vivant. Je pense que c'est l'une des idées phares que vous devez retenir, en plus des principes éthiques et déontologiques de l'équilibre de l'information, comment dire, les images, la façon dont vous devez prendre les images, l'importance de demander la permission des gens, comme vous faites les photos des gens aussi, assurez-vous qu'ils ne soient pas dans des, comment dire, en position en position dégradante, ou même quand c'est en position dégradante, assurez-vous quand même d'assurer au moins leur intégrité. Si vous pouvez éviter peut-être de montrer leur visage, sauf si eux-mêmes ils sont d'accord, ou sauf si au moment où vous prenez l'image, eux-mêmes, ils ne se plaignent pas. Mais comme déjà on vous a demandé aussi que les gens remplissent peut-être des fiches pour autoriser que vous utilisez les images aussi, je crois que ça peut aller. Donc, merci à tous. Je crois que je vais m'en arrêter là. Président, vous êtes là? Monsieur Adé, Allô? pour une présentation très intéressante. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Maintenant, place aux questions. Maintenant, les questions, nous allons les récupérer. Ceux qui ont des questions, je voudrais bien vouloir vous inviter à lever la main.
Nous avons déjà 5 questions. Je vais laisser la parole à M. Tosupe, allez-y rapidement. Autre question, bon, Ok, merci beaucoup. je vais laisser les autres aussi parler. Merci beaucoup, M. Tosupe. Merci pour voilà, je disais, belle présentation. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. Cependant, j'ai quelques préoccupations. Alors, parlons des principes déontologiques, des principes d'éthique et déontologique. Alors, lorsqu'il s'agit des enquêtes, par exemple, et qu'il faut peut-être, il y a des sujets ou une pratique que le journaliste est allé pour dénoncer, est-ce qu'il est, il est obligé de demander d'abord l'avis de celui peut-être qui fait la mauvaise pratique, si tant est qu'il veut dénoncer un fait que ce dernier est en train de mener dans un endroit donné. Par exemple, quand nous sommes dans le domaine de l'environnement et qu'il y a des pratiques environnementales qui ne sont pas très bonnes et qu'on veut peut-être les dénoncer, est-ce qu'en voulant prendre des images, il faut forcément demander l'avis de la personne qui mène cette mauvaise pratique-là? Donc, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment... Oui. On va le répondre un à un ou bien on le laisse. Ok, allez. D'accord. C'est bon. Allô? Oui. Allô? Oui, je pense Oui, allô? que je vais plutôt collecter toutes les questions. Je vais plutôt collecter toutes les questions. Et comme ça, c'est mieux. Je préfère. Ok, d'accord. Alors, pour ma deuxième question, je peux y aller? Allez-y. D'accord. Lorsque je veux, par exemple, négocier un entretien avec une autorité ou une source, quelles sont les démarches à mener pour que mon interlocuteur ou bien ma source puisse m'accorder aisément l'entretien? Parce qu'on est souvent confronté à ces problèmes-là. Hein, et quand vous les contactez, ils ne veulent pas forcément systématiquement accepter vos recevoir et tout. Donc, je veux savoir quelle est la méthode à adopter pour vite les avoir, quoi. En griffe. Voilà, c'est ma deuxième question et je crois que je vais m'en arrêter là. Merci. Merci beaucoup, M. Tosupe. À présent, je vais laisser la parole à je vais l'inviter à Code. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. J'espère que vous me recevez. Oui, on peut faire ça. Ok. Alors, moi, c'est Tigani Boukaribata. Je vous suis depuis Parakou. J'aimerais remercier avant tout propos le communicateur pour la brillante présentation qui vient de passer. J'ai pu apprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas vraiment. Néanmoins, j'ai quelques points d'ombre. En fait, j'ai pris la communication au vol et durant la communication, j'ai pu entendre le communicateur faire référence à l'angle du sujet, parlant du sujet bien des thématiques que le U au porteur. Je viens. Oui, voilà, la question de savoir en fait
Quand on prend un sujet, parlant de langue du sujet, quand on parle de langue du sujet, en fait, c'est pour faire référence à quoi concrètement? Je n'ai pas bien saisi cette partie-là. Donc, voilà un peu la question. C'était la seule question et je vous remercie. Alors, monsieur Tijani, je vais laisser la parole à Kodjeno LC. À Kodjeno LC, vous avez la parole. Si votre micro est ouvert. Merci beaucoup. Je remercie le communicant pour sa présentation. On a appris beaucoup de choses. Ma question, c'était, bon, moi, je suis activiste et je suppose que je me promène et je vois un fait que je filme. Est-ce que c'est du reportage? Vu que je n'ai pas préparé mon sujet, je n'ai rien préparé, mais j'ai vu un fait qui m'a interpellée et j'ai filmé. Est-ce qu'on peut appeler ça du reportage? C'était ma question. Merci. Monsieur Ivy, la main de monsieur Ivy est levée. Monsieur Ivy, vous voulez prendre la parole? Sinon, on va laisser monsieur Adi Kono poursuivre. Oui, alors, monsieur Adi Kono, je pense que vous pouvez commencer par répondre aux différentes questions. D'accord. Alors, merci à tous et à toutes. Je commence par la dernière question, à monter jusqu'à la première. Alors, vous marchez, peut-être vous êtes dans la rue, vous voyez quelque chose, puis bon, vous le prenez sur le vif comme ça, ce n'est pas du reportage. Ce n'est pas du reportage parce que un reportage s'inscrit dans une perspective journalistique et comme je vous l'ai dit, c'est tout un tas de choses à prendre en compte. Mais cet élément vidéo que vous avez pris, par exemple, sur le vif, auquel vous avez juste assisté, l'événement que vous avez juste assisté comme ça, il peut vous servir d'élément déclencheur pour un reportage. Ou peut-être, vous pouvez le prendre en compte aussi dans un reportage. Vous voyez. Mais l'élément pris individuellement, pris isolément comme ça, n'est pas un reportage. Donc, je sais que ça peut aller. Alors, l'angle d'un sujet. L'angle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aspect précis du sujet que vous voulez traiter. Vous voyez. Dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, on parlait de la soutenance de thèse par visioconférence. Vous voyez. Mais dans le cas où nous sommes aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas une soutenance de thèse que je suis en train de faire, c'est une communication. Vous voyez. C'est une communication parce que l'esprit d'une thèse et l'esprit d'une communication, comme on le fait présentement, ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Si je prends la thématique visioconférence, par exemple, j'ai déjà peut-être deux angles de traitement. Je peux traiter la visioconférence comme instrument de soutenance de thèse ou la visioconférence comme instrument de formation. Vous voyez, c'est comme ce qu'on est en train de faire ici. Donc, l'angle, c'est l'aspect particulier d'un sujet qu'on veut traiter. Le sujet, c'est le tout. Mais l'angle, c'est quelle est la partie que vous voulez traiter là-dedans. Voilà. Si, par exemple, je me projette dans une école, quand vous allez dans une école, il y a plusieurs classes, non? Voilà. Et donc, l'angle, par exemple, ici, on pourrait peut-être traiter chaque classe, par exemple, d'être un angle particulier. Parce que ce que vous faites au CI n'est pas la même chose que ce que vous faites au CP, ni au CE, ni au CM2, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, selon l'angle dans lequel vous vous trouvez, vous avez des aspects particuliers, des choses particulières dont vous aurez besoin pour étayer votre argumentation, pour soutenir votre article. C'est un peu ça. Alors maintenant, les démarches à mener pour rencontrer les personnes ressources. C'est vrai que dans notre environnement, nous avons la question des personnes ressources est une question cruciale. Et globalement même, c'est une question d'accès à l'information. Et là, je peux vous dire que même les fonctionnaires eux-mêmes, nombreux sont ceux qui parmi eux ne savent même pas qu'il y a un code de l'information qui est là, qui nous donne le droit d'avoir accès à l'information. Bon, c'est vrai aussi qu'on dira que les décrets ne sont pas pris, tout ça là. Mais comme le demande le code, si vous voulez avoir l'information auprès d'une personne ressource qui est dans le secteur public, adressez-lui une note écrite. Faites régulièrement
les procédures administratives qui exigent que vous écrivez une lettre. Quand vous écrivez une lettre à un fonctionnaire de l'administration, si au bout de 5 jours, vous n'avez pas votre réponse, vous allez alors à la HAC. C'est ce que la loi dit. Vous allez à la HAC. C'est tout. Mais, bon, généralement, ça aussi, ce n'est pas respecté. Généralement, ce n'est pas respecté. Et donc, vous ne pouvez que vous armer de patience quand vous devez rencontrer les gens. C'est pour cela qu'il est important pour les journalistes d'avoir un bon carnet d'adresses. Parce que si vous avez un carnet d'adresses, les gens qui ont confiance en vous, qui sont certains que c'est quelqu'un de bien, si je lui dis, l'ordinateur qui est là de mauvaise qualité, il écrirait effectivement que l'ordinateur de mauvaise qualité. Je ne vais pas lui dire l'ordinateur de mauvaise qualité et il va aller écrire, j'ai dit que le ministre a une grosse tête. C'est un exemple que je donne. C'est pour cela que les contacts sont très importants et l'un des éléments, l'un des outils principaux de travail du journaliste, c'est aussi d'avoir un bon carnet d'adresses. Et donc, l'environnement dans lequel vous allez vous retrouver, faites en sorte d'avoir les contacts des personnes les plus influentes, les personnes les plus incontournables selon le sujet que vous abordez. Voilà. Donc, armez-vous de patience et quand c'est l'administration publique, faites des procédures administratives. Alors, dernière chose, une enquête. Est-on obligé de demander l'avis avant de dénoncer? Non, vous n'êtes pas obligé de demander l'avis avant de dénoncer. Pour dire quoi? C'est selon les cas. C'est selon les cas. Une enquête demande que vous puissiez dénoncer des faits. Vous puissiez révéler quelque chose qui est caché. C'est ça une enquête. Une enquête, l'idée d'une enquête, c'est de révéler ce qui est caché. Vous voyez. Maintenant, selon les différents cas que j'ai même évoqués, si vous prenez la photo de quelqu'un, par exemple, et que vous savez que c'est une poursuite compromettante, vous pouvez simplement effacer le visage de la personne. Vous pouvez flouter le visage de la personne. Mais cela ne veut pas dire que vous devez demander la permission. Vous menez une enquête. Une enquête, ça veut dire que vous révélez quelque chose qui est caché. C'est ça l'esprit d'une enquête. Et donc, vous n'avez pas besoin de demander de permission pour faire une enquête. Vous respectez seulement les procédures normales d'accès à l'information. Si vous faites un sujet, par exemple, sur, par exemple, il y a les attaques djihadistes actuellement dans le nord du pays, vous voulez aller là-bas, puisqu'il y a les attaques djihadistes, ça veut dire que c'est une zone qui est militarisée. Vous voyez? Donc, vous écrivez à l'état-major pour dire que vous voulez faire un reportage là-bas aussi. On est d'accord? Pour dire que vous voulez faire un reportage là-bas aussi. Mais si on vous refuse et que vous-même, vous voyez que c'est un sujet intéressant qui est important pour vous, par exemple, que vous voulez forcément traiter, bon, vous prenez vos dispositions, vous y allez, mais c'est à vos risques et périls. Vous voyez, c'est à vos risques et périls. Et donc, vous devez être très attentif sur les questions de sécurité, par exemple. Et donc, si vous avez un reportage, une enquête à faire, vous n'avez pas forcément besoin de demander des permissions. Il n'y a pas de permission à demander, mais assurez-vous tout au moins de respecter aussi les procédures parce que parfois, vous pouvez faire une enquête dans laquelle vous révélez effectivement des choses cachées. Mais comme on le dit en justice, peut-être par vice de procédure, par exemple, les gens aussi peuvent vous contre-attaquer. Ils peuvent vous contre-attaquer, par exemple, au tribunal en disant que vous avez pris une information peut-être jugée confidentielle et tout ça. Malheureusement, nous ne sommes pas dans les États démocratiques où tout est bien régularisé, tout est bien régulé, où même si vous faites des caméras cachées, par exemple, et que vous diffusez l'image, vous n'aurez pas de problème, puisque vous avez révélé quelque chose. Et c'est ça l'information. On diffuse, on révèle l'information. Mais dans notre cas ici, par exemple, ce ne sont pas des choses qui sont vraiment autant réglementées. Donc, sur un certain plan, quand on fait ça, c'est vrai, c'est un service, c'est une mission de service public, y compris la presse. Mais quand même, il y a quand même certains risques. Donc, si vous voulez faire une enquête, soyez sous vos gardes, prenez vos dispositions pour qu'il n'y ait pas un effet boomerang. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, Président. Je crois que ça peut aller. Et donc, j'espère que vous êtes satisfait de sa portée. Monsieur Ali, je crois qu'il y a une dernière question dans le chat boss et qui demande à savoir rapidement, qui demande à savoir pour en tout cas c'est Madame Sandrine Daguédé qui demande à savoir
le nombre de mots à écrire idéalement est la durée d'une vidéo? Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question. Le nombre de mots et la durée d'une vidéo, ça dépend. Ça dépend d'abord du genre journalistique. Si vous écrivez par exemple un compte rendu, on peut 250 mots, 350 mots, parfois il y a des gens qui font moins même. Ça peut aller. Si vous faites une production vidéo, par exemple, vous êtes juste allé à un événement, compte rendu toujours, c'est en à peine 1 minute 30, c'est fini. Et si vous allez, comment dire ça, vous faites un reportage, par exemple, un reportage vidéo, c'est 2 minutes. Ça, c'est le format, ça. 2 minutes 30. Ça, c'est le reportage. Mais il y a aussi les grands reportages. Les grands reportages, c'est un peu comme dans les documentaires aussi. C'est un format encore plus long. Vous voyez, les documentaires, par exemple, ça, ce sont des formats longs, comme ce que je viens de diffuser tout à l'heure. Je crois c'est plus d'1h30, je crois. Voilà, ça, c'est un documentaire, c'est un long format. Donc, cela dépend d'abord de celui qui vous commande le travail. La taille de votre production dépend d'abord de celui qui vous commande le travail. Ou alors, si on ne vous commande pas le travail, que c'est sur initiative personnelle, vous devez respecter les formats traditionnels. Compte rendu 1 minute 30, reportage 2 minutes 30. Bon, parfois ça peut aller un peu jusqu'à 5 minutes. Voilà. Mais quand c'est un long format, documentaire, grand reportage, vous pouvez aller jusqu'à 1h30 ou plus. Voilà. Mais quand c'est la presse écrite aussi, c'est un peu la même chose. Compte rendu 250, 350 mots, c'est bon. Reportage, bon, là, ça dépend de votre inspiration ou peut-être ça dépend des contraintes que votre rédacteur en chef ou votre secrétaire de rédaction vous impose. Moi, par exemple, parfois, je demande aux gens de me faire des reportages au plus 500 mots et tout ça, et puis bon, c'est fini. Voilà. Mais tu peux me faire aussi un reportage d'une page comme je l'ai fait tout à l'heure là. Donc, sur ça, bon, parfois, c'est chaque organe qui définit ses normes. Hein. C'est chaque organe qui définit ses normes. C'est un peu ça. Mais le plus important, l'autre chose, le plus important, c'est quand vous sentez que votre élément est long, pensez toujours à des moyens de relancer l'attention, notamment à travers les intertitres, comme je l'ai dit là. Vous voyez, non? Voilà. C'est bon pour moi. Il me semble que M. Tosupe a quelque chose à ajouter. M. Tosupe? M. Tosupe? Non, si M. Tosupe n'a pas quelque chose à ajouter, je crois que... Oui, je suis là, allô? Oui, allez-y, M. Tosupe. Ok, merci beaucoup. Merci aux communicateurs pour ces différents éclaircissements. Et je voudrais demander, poser une autre question. Je viens là, ça m'échappe. Je vais demander là. Je viens, ça m'échappe un peu. Alors, parlons des outils de collecte de données sur le terrain, c'est-à-dire pour l'enregistrement, la caméra et autres. Quels sont les outils les plus appropriés, c'est-à-dire les appareils à utiliser? Allô? Okay. Oui, j'ai entendu la question. Okay. Alors, concernant les outils, le premier outil du journaliste, comme je vous l'ai dit, c'est lui-même. Donc, c'est d'abord ses organes d'essence. Vous me suivez? C'est d'abord ses organes d'essence, comme je l'ai dit. La deuxième chose, c'est son carnet de notes. Pourquoi carnet de notes? Parce que vous pouvez avoir les meilleurs outils, mais à tout moment, les outils peuvent vous lâcher aussi. Ou peut-être, alors, en venant, il y a peut-être certaines dispositions que vous n'avez pas prises. Vous avez pris un enregistreur, mais arrivé sur le terrain, l'enregistreur est déchargé, par exemple. Et vous avez lancé l'enregistrement, mais vous n'avez pas pris des notes. Vous vous rendez compte, arrivé à la rédaction, ou bien arrivé à la maison, mais finalement, l'enregistreur s'était éteint au fait sans que vous ne le sachiez. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez repartir encore sur le terrain, rappeler la personne encore.
Si c'était une vidéo, vous allez dire encore aux gens de revenir garder leur position. Non. La première chose, c'est vous-même. Ensuite, votre carnet de notes. Maintenant, pour les équipements, veillez toujours à les préparer veillez toujours à ce qu'ils soient bons avant de démarrer. Maintenant, parler d'équipements particuliers, c'est difficile parce vous voyez, avec le progrès technologique, chaque fois, il y a des nouveautés. Chaque fois, il y a des nouveautés. Et donc, il est difficile de pouvoir dire finalement qu'est-ce qui est le meilleur, le meilleur, le meilleur. Vous voyez. Mais avant de prendre un équipement, vérifiez toujours ses capacités techniques, ses caractéristiques techniques. Par exemple, en termes d'appareil photo, je sais que les gens aiment beaucoup utiliser les Canon. En termes de caméra, je crois que la marque que je vois le plus, ce sont les Sony, je crois. Oui, les Sony, je crois. Maintenant, pour l'enregistreur, là, je ne maîtrise pas les marques. J'avoue que je ne maîtrise pas les marques d'enregistreur. Mais bon, généralement, de plus en plus avec la technologie, les portables aussi arrivent à faire toutes ces choses-là. Donc, assurez-vous d'avoir un portable qui a une bonne résolution photo. Ça fait quoi? Au moins 16 mégapixels. Donc, 16 MP, voilà, de photos. Et puis, bon, mémoire RAM et tout ça, là, 4 gigas par-ci, 2 gigas par-là, je crois que ça peut aller. Voilà. Mais assurez-vous toujours de regarder toujours les caractéristiques des équipements avant de les prendre. C'est tout. Ok, merci beaucoup, monsieur Adil Ponon. Je crois que nous avons différentes questions. Ce n'est pas M. Tessou qui est satisfait. Je crois que l'ensemble est satisfait. Je tiens à remercier M. Adil Ponon pour cette section de formation, en quelque sorte. Et je crois que nous avons compris beaucoup de choses et je crois que aussi également dans le tout prochain tour, les autres communications viendront appuyer davantage ce que M. Adil Ponon vient de nous enseigner et nous aurons plus d'outils, plus de rudiments pour pouvoir faire face à nos différents rôles, sur le terrain. Donc, je vais rapidement laisser la parole à M. Adil pour nous dire son mot de fin avant que nous puissions nous séparer. D'accord. Alors, merci beaucoup, Président, pour cette initiative. Merci à vous tous qui avez participé à la rencontre. C'est une rencontre de partage. Donc, merci à vous pour l'attention. Et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Adil Ponon. Merci à tous les participants. On se dit très bonne soirée. D'ici là, nous allons communiquer sur la prochaine communication. Restez connectés. Et par rapport à vos différentes questions, inquiétudes, nous allons étudier ça progressivement afin de vous satisfaire. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et on se dit à tout moment. Merci, pareil à vous.